Monsieur le directeur de l'ARS, je voudrais vous saluer. C'est ici finalement votre premier congrès, votre première présence parmi nous, mais vous avez des circonstances très atténuantes. Vous venez d'arriver. Et c'est une belle façon pour nous que de vous accueillir, accompagné que vous êtes de vos équipes avec laquelle nous travaillons au quotidien, au service de l'hôpital public, ici même en Normandie. Je salue Sébastien Delécluse, Philippe Remarque, Kevin Lullian, que j'ai vu tout à l'heure, Pierre Tsuchi ici, et l'ensemble de vos équipes avec lesquelles les équipes de la FHF Normandie ont des relations permanentes. Et je crois qu'il faut s'en féliciter et il faut poursuivre sur cette dynamique. Très heureux d'accueillir également notre président, Arnaud Robinet, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais le rassurer tout de suite et rassurer par la même occasion François Mangin-Lecreux. Je n'évoquerai pas une analyse comparative entre les deux cathédrales, celle de Reims et de Rouen. Je suis assez habitué au rapport de force. J'imagine qu'il y a ici deux personnalités attachées à Reims, d'une certaine façon, et une seule à Rouen. Ici présent, j'éviterai d'évoquer ce sujet et Arnaud m'en tiendra pas rigueur, j'en suis sûr. Et Jeanne d'Arc non plus. Évitons ce débat, laissons-le à d'autres. Je voudrais saluer bien évidemment Zénab, qui est une habituée. Depuis que je préside ici la FHF en Normandie, elle a toujours été présente, non seulement à ce moment qui est un moment important pour nous, ce congrès, mais aussi à d'autres occasions. Et elle est d'une remarquable efficacité et réactivité. Et c'est appréciable dans les fonctions que nous occupons d'avoir comme cela un référent, une référente, quelqu'un qui, par ailleurs, connaît parfaitement notre région. Je voudrais également saluer les parlementaires et Gérard Le Sol, ici présent, qui est aussi investi sur les questions de santé. Annie Vidal devrait nous rejoindre également. Et Agnès Firmin-Lebaudot nous a demandé de l'excuser. Elle est retenue sur Le Havre, mais c'est toujours important aussi de maintenir cette relation avec le Parlement, dont j'imagine que dans les heures ou les semaines qui viennent, il y aura bien évidemment nombre de sujets, mais j'y reviendrai, qui doit trouver un point d'aboutissement, ou en tout cas un début de réponse au Parlement dans la séquence budgétaire qui viendra. Saluer bien évidemment l'ensemble des représentants des différentes instances de la FHF en Normandie. Saluer les partenaires aussi, ils sont très nombreux, 24 partenaires se sont associés à ce congrès. C'est important, ils participent dans leurs fonctions, dans leurs compétences, dans leurs activités à la vie de l'hôpital public en Normandie. Et on a déjà, dès hier soir, commencé un certain nombre d'échanges. Et je ne doute pas un seul instant que durant cette journée, il y aura d'autres belles occasions avec eux d'échanger également sur nos sujets et nos centres d'intérêt. J'imagine que vous êtes nombreux à vous être interrogés sur la signification de cette vague. Certains, sans doute, férus de culture, y ont vu la fameuse grande vague de Kanakawa, cette estampe japonaise d'Ozukai. Je pense que ce n'était pas là forcément l'intention, même si on est dans une terre impressionniste, et Ozukai a été souvent pris en considération par nombre d'artistes. Ce n'est pas non plus la fameuse vague de Te-a-u Po à Tahiti, cet hommage peut-être discret aux Jeux olympiques. En fait, il y a sans doute un autre élément qui permet de situer plus précisément cette vague, c'est la présence des mouettes. C'est-à-dire qu'elle indique que nous pourrions nous situer Ouistreham, Caen, Le Havre, bien évidemment, ou la côte ici d'Albâtre. Bref, c'est une vague normande. Mais c'est une vague normande qui n'a pas été choisie par pur hasard. Elle est finalement la signification, le témoin, l'idée de l'adversité. Parce que, et vous le savez, nous avons choisi, avec les équipes de la FHF et les instances de la FHF, de situer notre congrès sur la thématique de l'excellence dans l'adversité. Et l'adversité, et vous
voyez la hauteur de la vague, elle existe et elle se traduit de la façon suivante. Il y a d'abord les difficultés financières que vivent nos établissements, nous les connaissons. Nous avons vu entre 2022 et 2023 les déficits augmenter de plus de 30 millions d'euros au niveau des hôpitaux ici même en Normandie, et les chiffres méritent d'être consolidés. Nous avons vu pour les EHPAD publics une situation s'aggraver, puisque les déficits ont quasiment doublé entre 2021 et 2023, et au niveau national, cela a été confirmé cette semaine lors d'une conférence de presse animée par Arnaud Robinet. 85% des EHPAD publics en France sont déficitaires. Et puis, dans la série des difficultés financières, comment ne pas avoir à l'esprit également la dette de notre pays, les 3 milliards d'euros, ce qui nous laisse imaginer que, au moment où s'ouvrira la séquence budgétaire au Parlement, ce sera difficile et qu'il y aura sans doute besoin qu'en tant que FHF, à tous les niveaux, régional et national, nous insistions sur l'importance qu'il y a à ne pas lâcher prise pour accompagner l'ensemble de l'hôpital public en France. Et je crois que c'est un moment essentiel et important. On entend bien évidemment des chiffres, des prévisions circuler s'agissant de l'ONDAM, mais on a là-dessus, et Arnaud sans doute dans son propos y reviendra, besoin de fixer non seulement un objectif, mais une ambition qui correspond tout simplement à la réalité. Il y a aussi une difficulté qui concerne les ressources humaines. Elle n'est pas nouvelle. Il y a, et vous le savez, encore des tensions, des enjeux d'attractivité dans différents postes. C'est vrai sur les aides-soignants, un peu moins sur les IDE. Ça reste vrai aussi au niveau du personnel soignant, notamment les médecins. C'est une réalité. Cette réalité, ça fait plusieurs années maintenant qu'on la prend à bras-de-corps. Ça a été l'objet souvent de précédents congrès que nous avons pu organiser. C'est l'objet aussi d'une intention très forte que nous partageons, et nous reviendrons là-dessus cet après-midi, puisque nous avons choisi, en lien avec l'ARS, de travailler avec la région Normandie, avec l'Agence régionale de l'orientation, pour fixer non seulement des objectifs, mais se donner des moyens concrets d'atteindre ces objectifs pour jouer la carte pleine qui est celle de l'attractivité. Et puis, il y a aussi des difficultés parfois administratives. On nous dit, et c'est une réalité, nous l'avons évoqué avec monsieur le directeur, qu'il y a parfois des lourdeurs administratives. Il n'y a pas que dans le domaine économique ou dans le domaine des collectivités locales que l'on réclame plus de simplification. Le monde de la santé, et particulièrement l'hôpital public, demande à ce qu'on puisse non seulement faire en sorte que les procédures soient moins lourdes, mais surtout que cette tendance, elle n'est pas propre à notre domaine, qui est celle du reporting, se fasse de façon raisonnée et raisonnable pour éviter, ce sont des mots que j'emprunte à nombre de directeurs et directrices ici présentes, de ne pas savoir où donner de la tête, parfois, tant il y a à faire remonter en permanence et parfois en même temps, et parfois pas au meilleur moment, nombre d'informations. Il y a également, et je le dis, dans les difficultés, dans ce qui construit cette vague, cette tension qu'on a pu voir encore cet été, qui n'est pas nouvelle, on a envie de dire pour certains que les étés se suivent et se ressemblent, qui est la question, l'épineuse question, j'ai envie de dire, de la permanence des soins. Pour le dire assez simplement, il n'est pas normal que le secteur privé à but lucratif ne participe pas à la permanence des soins et surtout mette nos établissements en grande difficulté lorsque, venant l'été, ils viennent à fermer, pour des questions qu'on imagine liées au congé, mais qui, cet été, concrètement, ont mis en difficulté nos équipes sur Le Havre, sur Caen, sur Évreux. Et c'est une réalité qui, et nous en avons évidemment parlé ensemble, qui doit amener à prendre des décisions pour faire en sorte à ce que cette situation n'apparaisse pas à nouveau. Il y a aussi des éléments de contexte qui participent aussi à la grosseur de la vague. Il y a bien évidemment des éléments de contexte
qui sont liées au changement, aux transitions qu'on voit opérer aujourd'hui. Il y a celle qui est liée à la transition écologique. On l'a portée lors de nos derniers congrès, et on aura l'occasion aussi ce midi de signer une charte sur la transition écologique et les engagements qui sont pris concrets de nos établissements. Mais c'est là, j'ai envie de dire, une double incidence. C'est une incidence, bien évidemment, d'organisation bâtimentaire. C'est une incidence en termes aussi des fortes chaleurs et des conditions particulières climatiques extrêmes amènent aussi des conséquences en termes de santé. C'est d'ailleurs un des objets embarqués dans le PRS, où il y a cette attention particulière autour du changement climatique et des conséquences qu'il apporte. C'est aussi un élément important, notamment lorsque, et ça a été démontré il y a un an lors de nos précédents congrès, des établissements dans des projets de réhabilitation lourde ou de construction font en sorte d'embarquer cet enjeu du changement climatique pour jouer aussi la carte de l'attractivité, faisant en sorte d'organiser, bien évidemment, la vie autour et dans l'établissement autour de ces questions qui donnent sens aussi à une pratique médicale dans des établissements qui prennent en considération cet enjeu-là. Il y a également le contexte démographique, le vieillissement de la population, le fait qu'il y a moins d'enfants qui naissent aujourd'hui. Vous savez, on est sans doute incapable de prévoir la météo à la semaine, l'inflation au semestre, mais il y a une chose qu'on est parfaitement capable de prévoir, c'est la démographie. Et elle doit normalement conduire à des politiques publiques sans doute un peu différentes. Et c'est vrai qu'elle pèse aussi, le vieillissement, on l'imagine, bien évidemment, à la fois sur les maladies chroniques, sur l'accompagnement que l'on doit. Et vous savez, la demande, et je pense que Arnaud confirmera, qui est celle de l'FHF sur le grand âge. Il y avait une loi quasiment clé en main, portée par la FHF et initiée par notre président, qui permet sans doute, d'aller plus vite, plus loin, plus fort sur cet enjeu-là. Mais c'est un contexte qu'il faut avoir à l'esprit lorsque on opère, bien évidemment, dans le domaine de la santé. C'est le cas de le dire. Et puis, il y a aussi ce contexte qui est un peu un contexte de transformation des générations. Vous savez, on parle souvent de la génération X, Y, Z. On est alpha maintenant. On a quasiment fait tout l'alphabet, mais en tout cas, au-delà de cela, ça traduit des changements de comportement, des changements d'attitude, des appréhensions que vivent aujourd'hui finalement tous les versants de la fonction publique. J'exerce des fonctions en ce qui concerne la fonction publique territoriale. C'est vrai dans la fonction publique d'État et c'est vrai également pour la fonction publique hospitalière. On a aujourd'hui, et on le mesure, vous qui êtes amené souvent à procéder à des recrutements, nous avons des générations aujourd'hui qui anticipent déjà le fait qu'elles ne resteront pas forcément dans nos établissements. C'est-à-dire que vous avez concrètement des hommes et des femmes qui, lorsque on évoque un CDI, vous regardent avec des grands yeux en demandant systématiquement plutôt d'avoir un contrat court parce qu'ils savent qu'ils ne resteront pas forcément dans nos établissements. C'est la raison pour laquelle on a travaillé, l'ensemble de la fonction publique, en lien avec la préfecture, en lien avec le centre de gestion, le CNFPT, à une démarche commune pour appréhender et puis pour créer des passerelles aussi. Parce qu'il y a, et vous le savez aussi, nécessité de favoriser dans un parcours de vie, dans un parcours professionnel, la possibilité finalement de travailler, pourquoi pas, dans l'une ou l'autre des versants de la fonction publique. Et puis enfin, pour finir la présentation de cette vague, il y a le contexte technologique. Nous savons tous l'impact qu'ont les sauts technologiques. Il y a la télémédecine sur la question, bien évidemment, qui peut peser aussi dans l'organisation de l'offre de soins. Il y a la question de l'IA sur l'imagerie. Il y a aussi des transformations qui s'opèrent, on le sait, sur l'IA générative et qui impactent aussi notre façon de s'organiser, voire pour certains professionnels, parfois des formes de remise en cause. Voilà ce qui construit la vague. Et nous avons fait ce choix de ne pas, bien évidemment, rester au stade des constats,
être simplement dans l'adversité. J'imagine votre réaction si nous avions nommé aujourd'hui la thématique de notre congrès, l'adversité. Ça n'aurait pas été suffisant. Il y a les mouettes. Les mouettes, c'est l'excellence qui font face à la vague. C'est-à-dire qu'il y a, et nous le revendiquons avec force et conviction, l'excellence dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'hôpital public en France. L'excellence, on la mesure par l'activité. Il y a, il faut le souligner, un retour de l'activité. Après la crise sanitaire, après ce moment que nous avons connu, on voit aujourd'hui, notamment sur le sanitaire, retrouver un niveau d'activité important, sauf dans des domaines qui sont liés à la natalité, obstétrique. On a des vraies difficultés, et cela depuis 2014. On l'a d'ailleurs fait observer lorsque nous avons émis un avis s'agissant du plan régional santé sur cette problématique qui nous inquiète et sur lequel nous aimerions, bien évidemment, sur la génétique obstétrique, qu'il y ait bien évidemment des efforts qui soient menés en la matière. C'est vrai que l'activité reprend en ce qui concerne le sanitaire, un peu plus difficile pour le médico-social, où on atteint un niveau d'activité aujourd'hui qui n'est pas satisfaisant, en tout cas pour atteindre une sorte d'équilibre financier. Et là, il y a aussi une préoccupation qui existe malgré tout. Il y a aussi de l'excellence dans la qualité des soins, la qualité qu'offrent nos établissements. Il y a, et on le voit avec la démarche, la certification HAS, qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont bien notés. La démarche se poursuit. Elle se poursuit également sur le label Humanitude, qui voit nombre d'EHPAD publics aujourd'hui opérer, le prendre en considération, et ça se déploie. Et tout cela est le signe évident de l'excellence que présentent nos établissements. Il y a aussi de l'excellence en termes d'innovation. Il y a les innovations qui sont directement liées à la santé, à la façon de pratiquer, mais il y a aussi des innovations, on en verra cet après-midi, qui sont liées également dans les projets de reconstruction, de réhabilitation de bâtiments. Vous savez, et il faut s'en féliciter, qu'on est dans une région qui, sur le volet Ségur de l'investissement, profite d'une manne financière loin d'être négligeable. Nous avons la chance d'être dans une région, ici en Normandie, mais c'est vrai en Occitanie, qui a accompagné financièrement ce Ségur de l'investissement pour atteindre un niveau assez conséquent, plus de 450 millions d'euros sur la table pour accompagner ces établissements. Et on voit dans des projets d'établissement l'intégration d'innovations qui sont nécessaires à la fois pour jouer la carte de l'attractivité, pour faire des économies de fonctionnement aussi, mais qui sont aussi possibles parce qu'il y a une volonté exprimée par l'ensemble des équipes qui administrent ces établissements. Il y a également, bien évidemment, de l'excellence dans cette capacité, finalement, de résilience que porte l'ensemble des personnels, des hommes et des femmes qui portent par leur métier, leur passion, leur vocation, l'hôpital public en France. Je ne vais pas plus loin parce que, finalement, durant cette journée, durant ce congrès, nous aurons l'occasion, vous aurez l'occasion, de donner des exemples très concrets sur cette excellence, ces innovations, cette capacité d'entraînement que portent nos établissements, l'hôpital public ici en Normandie. Parce que c'est vrai, et c'était une interrogation que nous avons partagée au sein de nos instances de la FHF Normandie, il y a toujours une ligne de crête finalement à avoir à dire les vérités. C'était d'ailleurs le thème des universités d'été organisées cette semaine par la FHF nationale, qui a été un franc succès, avec santé et vérité. Je n'oublie jamais que, je crois que c'est Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé ». On a décidé de dire la vérité, on pense que c'est bon pour la santé. Et des vérités, Arnaud le confirmera, il y en a eu un certain nombre de mis sur la table. Mais ces vérités, il faut bien évidemment faire attention à ce qu'elles ne diffusent pas un message ou un signal qui serait repoussoir vis-à-vis de nos activités. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes penchés avec un certain nombre de personnes ici présentes dans la salle sur finalement les moyens
qu'on doit se donner pour éviter l'hôpital ou les pattes bashing, en quelque sorte. Et on a organisé un séminaire, c'est le 24 mai dernier, qui a réuni nombre de personnes et qui nous a permis, autour de la notion de digital hospital, de Magnets Hospital, pardon. C'est pas du magnétisme, hein, c'est simplement l'idée d'être attractif d'une certaine façon, bien de travailler les atouts réels que porte aujourd'hui l'hôpital public. L'idée essentielle quand même que d'accompagner de l'humain, l'idée essentielle que de porter des valeurs qui sont celles de l'égalité homme-femme, de pouvoir viser l'excellence dans le parcours aussi, d'avoir de la formation. Bref, il y a là des atouts que l'on souhaite mettre en avant et qui pourraient qualifier et qui doivent qualifier et qui qualifient d'une certaine façon déjà l'hôpital normand. Et c'est ça qui compte pour nous, c'est de faire en sorte en effet qu'on s'inscrive pleinement dans cette démarche du Magnet Hospital pour faire en sorte qu'il y ait en quelque sorte un hôpital normand, comme il y a une marque entreprise, comme il y a aujourd'hui des marques territoriales, il doit y avoir une marque d'hôpital normand public qui embarque avec lui tous ses atouts, toutes ses composantes, toutes ses idées. Ça demande un effort, il ne s'agit pas de lâcher prise et c'est la raison pour laquelle on a fixé nos intentions aujourd'hui autour de cette thématique. Je conclurai mon propos en vous remerciant une nouvelle fois de votre présence nombreuse, de votre contribution, à la fois celles et ceux qui vont intervenir, celles et ceux qui viennent ici les entendre, les écouter, l'ensemble de nos partenaires, et puis vous dire que c'est vrai qu'il y a sans doute parfois des raisons de lâcher prise, mais il y a aussi, et heureusement, de belles raisons de redresser et des raisons d'espérer. Je le dis parce que finalement, nous fêtons les 100 ans de la FHF. 100 ans. On imagine nombre de combats, on imagine nombre de succès, on imagine nombre de contributions, on imagine nombre d'hommes et des femmes qui se sont pleinement investis parce que c'est essentiel de s'investir. C'est essentiel de faire en sorte, et je sais que ce n'est pas toujours facile, dans les fonctions que vous occupez, PCME, directeur ou directrice d'établissement, ou investi dans les conseils de surveillance ou les conseils d'administration, on a déjà 1000 fonctions, on n'a pas 1000 vies, et on se pose toujours la question, mais à quoi bon en plus investir au sein même de la FHF? Bien tout simplement parce que s'il n'y avait pas la FHF, il n'y aurait pas de belle victoire. Et s'il n'y avait pas la FHF, il n'y aurait pas cette capacité, nous le souhaitons et nous le disons, d'apporter non seulement des vérités, mais en face de ces vérités, d'apporter aussi des propositions et des solutions. C'est pour ça que je souhaite à la FHF, et non pas à son président, il n'a pas 100 ans, bien évidemment, mais je souhaite à la FHF un bel anniversaire, je nous souhaite un bel anniversaire, et à tous et à toutes, je nous souhaite un beau congrès. Merci de votre écoute. Monsieur le président de la FHF Normandie, cher Christophe, monsieur le directeur général de l'ARS Normandie, permettez-moi, cher François, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mais avant tout, chers amis, mesdames et messieurs les élus, bien évidemment, représentant les diverses collectivités. Alors moi, je suis très heureux de vous retrouver ici. Je pourrais dire nous sommes très heureux parce que je veux associer notre délégué général, Zainab. Très heureux de vous retrouver ici à Rouen, très belle ville, très belle cathédrale, pour ce 5e congrès de la FHF Normandie. L'occasion, bien évidemment, de saluer chaleureusement les professionnels normands, et tout particulièrement les professionnels des hôpitaux et EHPAD publics, mobilisés cet été comme tout au long de l'année. Ce sont eux qui font vivre ce service public indispensable pour nos concitoyens et incarnent chaque jour une certaine forme d'excellence qui ne renie jamais à la promesse d'égal accès pour toutes et tous. Je veux aussi, cher Christophe, saluer le travail des équipes de la FHF Normandie et particulièrement les membres du bureau et du conseil d'administration.
Sans oublier évidemment la délégation régionale qui assure un travail important sous la direction de Stéphane Aubert et Mathilde Pousset. Alors le thème de cette journée est un thème que j'apprécie particulièrement, celui de l'excellence. Car si nous avons souvent l'occasion de dresser la liste des choses qui ne vont pas, et rassurez-vous, j'y reviendrai, il est sain et surtout nécessaire de parler aussi des choses qui fonctionnent. Et parmi celles-ci, il y a l'excellence de nos CHU, de nos CH et structures médico-sociales, et leur capacité, à travers l'ensemble des professionnels, à trouver des solutions face aux problèmes qui se posent. Il suffit d'ailleurs de passer les portes d'un établissement public pour voir que par-delà les difficultés, les femmes et les hommes qui y travaillent sont remarquables de compétences, de rigueur et d'engagement. Alors le programme de la journée en montre quelques illustrations. Et je veux saluer l'engagement tout particulier des établissements publics de Normandie en matière de transition écologique qui donnera lieu, à l'initiative de la FHF régionale, à la signature d'une charte d'engagement dans la transition écologique. Cette exigence d'excellence, c'est un des fondements de l'hôpital public moderne, comme de nos établissements médico-sociaux. La création des CHU en 1958 en fut bien sûr l'illustration en confirmant que l'hôpital public devait être un lieu du plus haut niveau de qualité de la recherche et de la formation des futurs professionnels, au service de soins toujours plus pertinents, toujours plus efficaces. Alors il ne faut rien céder sur cette ambition d'excellence pour l'avenir. Et c'est le message que la FHF porte tout au long de l'année, et notamment à l'occasion de son centenaire. Et je me réjouis aussi qu'un moment de la journée soit dédié à cet anniversaire. Vous le savez, ce centenaire, c'est un moment de fierté, notamment face aux défis du moment. Et à travers l'exposition « 100 ans au cœur de la santé », que vous avez pu découvrir à Santexpo, et qui a eu d'ailleurs un franc succès le week-end dernier à la foire de Châlons-en-Champagne, nous avons mis à l'honneur ces professionnels et la noblesse de leur engagement. Nous avons aussi lancé cet été sur les réseaux sociaux le mouvement Team Hospitalier pour exprimer la fierté de la communauté hospitalo-universitaire et hospitalière et les valeurs d'universalisme, d'excellence et de solidarité qui nous unissent toutes et tous. Et notre objectif est de tourner ce centenaire vers l'action et l'avenir. Et c'est d'ailleurs le sens du livre blanc que nous avons publié en mai dernier afin de bâtir cette excellence de la santé pour le siècle à venir sans rien céder sur les valeurs du système de santé. Nous avons présenté 7 grands chantiers, des ressources humaines au financement, en passant par la prévention et l'évolution de l'offre de soins. Nous avons voulu montrer que l'urgence du très court terme doit être conciliée avec une vision de moyen et long terme. D'ailleurs, ce livre blanc et le discours attaché à ce livre blanc lors de l'inauguration de Santexpo m'avaient été demandés par un certain nombre d'hommes et de femmes politiques à qui on prête des ambitions présidentielles. Et je leur ai dit, c'est un programme clé en main. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Y mettre les moyens, mais il n'y a plus qu'à. Alors, je ne reviendrai pas ici sur la liste des propositions formulées, mais souhaite souligner que la recherche et l'excellence en fut le fil conducteur. Ce que nous demandons, c'est que les pouvoirs publics inscrivent aussi leur action dans cette vision de moyen et long terme. Et nous en sommes encore loin. Et bien des sujets semblent encore gérés dans l'urgence. C'est particulièrement vrai en matière de financement, ce que le contexte inédit du prochain PLFSS illustre parfaitement. C'est pourquoi notre fédération réaffirme la nécessité d'engager au plus vite l'élaboration d'un cadre pluriannuel qui fixe de grandes orientations nationales tout en laissant au territoire le soin de s'organiser. Oui, il faut faire, comme tu l'as rappelé, cher Christophe, faire de la loi grand âge.
Oui, nous avons besoin de programmer une stratégie pour l'investissement et la recherche à l'hôpital public. Et la première étape est bien évidemment de renouveler le protocole de pluriannualité des ressources à l'hôpital public. Car l'urgence et l'inquiétude de cette rentrée, c'est bien sûr le financement. Le déficit des hôpitaux publics a été multiplié par 4 par rapport à la situation d'avant-crise Covid, avec un déficit qui va dépasser les 2 milliards d'euros en 2024, dont 1,3 milliard d'euros liés uniquement au sous-financement des coûts supplémentaires liés à l'inflation. Et la situation, elle est d'autant plus difficile, ou tout aussi difficile, pour le secteur de l'autonomie. 85% des EHPAD publics sont en déficit en 2023, avec un déficit cumulé entre 2022 et 2023 estimé lui aussi à 1,3 milliard d'euros. Alors, entendons-nous bien, nous ne demandons pas toujours plus d'argent. Nous avons conscience de la situation critique des finances publiques. Nous sommes, nous aussi, dans les autres missions qui sont les nôtres, des gestionnaires de budget, d'argent du contribuable. Mais ce que nous demandons, c'est ni plus ni moins que d'être financés à hauteur des coûts réels de nos missions de service public. Et en vue du prochain PLFSS, nous demandons donc en conséquence une hausse des budgets des établissements de santé de l'ordre de 6% par rapport à l'Ondam 2024 initial, dont 2,3% dès 2024 par une révision du budget actuel, je le redis, afin de financer à hauteur les coûts réels de notre mission de service public. Pour le secteur de l'autonomie, nous demandons une évolution des moyens du même ordre pour 2025. Et pour 2024, nous demandons évidemment le dégel de la réserve prudentielle et l'affectation des excédents de la branche à l'investissement et à un plan de sauvegarde des établissements médico-sociaux en difficulté. Il y aurait d'ailleurs un paradoxe incompréhensible à ne pas restituer ces crédits gelés, alors même que non seulement le budget n'a pas été dépassé, mais qu'en plus, la branche autonomie est en excédent. Ce PLFSS est d'autant plus important que nous observons des signes positifs en matière de recrutement et d'effectifs. Et l'enquête conduite ces dernières semaines par la FHF sur la situation des ressources humaines permet de dessiner un tableau d'ensemble pour l'année 2023. L'absentéisme moyen est en baisse à 9,5% contre plus de 11% en 2022. Les recrutements en sortie d'école augmentent sur un an dans les CHU. Et les taux de postes vacants se réduisent aussi en ce qui concerne les infirmiers ou les aides-soignants. Alors oui, beaucoup de difficultés demeurent. Plusieurs métiers non médicaux sont en grande tension et 98% des hôpitaux confirment rencontrer des tensions en matière de personnel médical dans au moins une spécialité. Pour autant, les signes positifs observés invitent à accentuer l'effort, à soutenir la dynamique qui est le fruit de l'engagement des établissements publics, c'est-à-dire de votre engagement. Et rien ne serait plus délétère que de mettre maintenant un frein au recrutement et à l'investissement par un plan massif d'économie. D'autant que l'enjeu, et ne nous y trompons pas, c'est de répondre à l'urgence du sous-recours aux soins. Certes, l'activité continue de progresser à l'hôpital public et dépasse d'ailleurs le niveau d'avant-pandémie, ce dont nous devons nous réjouir. Mais dans de nombreuses spécialités, particulièrement pour la chirurgie de recours ou les hospitalisations complètes de médecine, un sous-recours persistant demeure, ce que la FHF a démontré en début d'année dans son baromètre de l'accès aux soins. Alors, pour reprendre le thème de cette journée, oui, l'adversité demeure et les défis épineux ne manquent pas. Et face à eux, tout n'est pas sombre et des signes positifs sont là, sous nos yeux. Et surtout, nous avons une force immense, comme nous le montre la Normandie. L'excellence des équipes hospitalières
qui trace chaque jour le chemin du progrès, fidèle aux valeurs du service public, ce service public qui nous rassemble et qui nous motive. Alors à toutes et tous, merci pour votre accueil et je vous souhaite une très très belle journée de réflexion et donc un très bon congrès et merci à notre fédération régionale. Bien, Monsieur le Président de la Fédération hospitalière de France, cher Arnaud Robinet, Monsieur le Président régional, Christophe Bouillon, donc, qui nous accueille ce matin, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices d'établissements de santé et médico-sociaux, Mesdames et Messieurs les présidents également des commissions médicales d'établissement, Mesdames et Messieurs les élus, j'ai vu Madame la vice-présidente de la région tout à l'heure, Monsieur le député, chers vous tous, je salue également les équipes de l'ARS qui sont là en nombre ce matin. Voilà, alors je vais m'efforcer de ne pas être trop long. Permettez-moi d'abord de vous remercier, de remercier le président Bouillon de m'avoir convié à participer à cet événement attendu, je crois, des adhérents et forces vives de nos établissements publics, événement qui intervient, je crois, juste après vos universités nationales. Et donc, merci, cher Arnaud Robinet, d'être avec nous également aujourd'hui. Je suis heureux de retrouver Arnaud Robinet dans ce cadre-là, puisque, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il semble que je poursuive mon parcours de la cathédrale de Reims, effectivement, vers celle de Rouen. Voilà, alors, un peu comme Jeanne d'Arc, mais avec, j'espère, une fin un petit peu différente tout de même. Voilà, alors comme vous savez, donc j'ai rejoint la Normandie en tant que directeur général de l'ARS le 26 juin dernier, et donc comme partout ailleurs, j'ai découvert donc ces 2 derniers mois un territoire où le tissu sanitaire et médico-social évidemment a de nombreux atouts, mais aussi quelques fragilités sur lesquelles il nous faut encore travailler. J'ai découvert surtout un territoire, et je vais ici vous en remercier collectivement, à visage humain, je dirais. Voilà, c'est ce visage que vous incarnez dans cette salle, où il y a une vraie culture, ça m'a beaucoup frappé, de coopération étroite et installée de longue date entre le secteur public hospitalier et le secteur privé, entre le secteur hospitalier et la médecine de ville, entre l'État et les collectivités territoriales d'ailleurs aussi. Donc on sent que ça fait vraiment partie de l'ADN de ce territoire, et il en va bien sûr aussi des relations entre l'ARS et la Fédération hospitalière de France, donc cher Christophe Bouillon, et on a pu partager à mon arrivée nos priorités réciproques, et je veux vous redire ici évidemment en ouverture mon souci de préserver les relations régulières que vous aviez établies avec mon prédécesseur, voilà, au service de nos réflexions sur l'offre de soins dans les territoires et de la réponse aux préoccupations des établissements. Alors, sans être trop long, je disais, et sans retarder donc trop le démarrage des travaux, je vais simplement revenir sur quelques points évoqués par vous-même et par donc Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France. Bon, d'abord, vous le savez, la période estivale, comme chaque année, évidemment, est une période de tension pour le secteur hospitalier, pour le système de santé dans son ensemble, et particulièrement les services d'urgence. Bon, il y a bien sûr, et c'est normal, les congés des professionnels de santé. Il y a la difficulté à trouver des lits d'aval, les enjeux d'afflux touristique qui drainent également avec eux une activité supplémentaire. Donc la situation était complexe cette année dans certains territoires, hein, je crois avec près de 10%, enfin on est en train de consolider les chiffres, mais près de 10% de hausse des appels au SAMU et au service d'accès aux soins entre l'été 2023 et 2024, donc c'est assez considérable, et je voulais commencer en vous remerciant tous sincèrement pour votre engagement, pour la solidarité territoriale surtout dont vous avez su faire preuve sur le territoire, à la fois donc pour préserver la continuité de fonctionnement des services d'urgence, mais également celle de la permanence des soins. Bon, je veux vous redire bien sûr que nous resterons avec l'ensemble des équipes engagées pour anticiper ces situations à l'avenir. On a la régulation préalable de l'accès aux urgences qui est désormais pratiquement installée sur l'ensemble du territoire. Et donc, nous ferons un bilan collectif prochainement de cette organisation et des perspectives d'amélioration qu'elle peut offrir. Je vous remercie aussi tous les acteurs parmi vous qui se sont engagés dans cette période complexe dont on sort
pour augmenter le volume des lits d'aval et soulager nos établissements. Et surtout parmi vous les responsables des établissements médico-sociaux, des EHPAD, qui donc ont su rapidement d'ailleurs proposer des hébergements temporaires en sortie d'hospitalisation sur les places vacantes dont vous disposez. Donc soyez-en remerciés. Alors évidemment, et ça a été rappelé par M. Brouillon et par M. Robinet, la continuité des soins, elle est possible, et vous le savez bien au quotidien, grâce à la mobilisation et la bonne coopération des acteurs hospitaliers publics et privés, d'une part, et la coopération, je le disais, du secteur hospitalier avec la médecine de ville. Et il est évidemment indispensable, et moi j'en ai bien conscience, l'ensemble des équipes aussi, que nous renforcions les coopérations dans les territoires. C'est d'ailleurs une priorité forte du projet régional de santé que vous avez évoqué. Donc, alors, depuis plusieurs mois, l'ARS maintient un dialogue étroit, régulier, exigeant avec l'ensemble des acteurs. Mais c'est vrai que j'attends beaucoup des acteurs privés et libéraux qui doivent avoir une réponse complémentaire à celle de vos organisations au service des patients. Il est vraiment indispensable aujourd'hui que nous puissions renforcer la participation des libéraux au service d'accès aux soins, notamment en régulation médicale, qui ne doit pas relever sur le seul médecin urgentiste du SAMU. Et moi, j'ai pu le constater cet été, il n'est pas normal, effectivement, qu'il existe tant de plages de régulation libérale qui sont encore vacantes dans certains services d'accès aux soins. Alors, évidemment, c'est variable d'un territoire à l'autre, mais on a encore pas mal de vacances, alors que derrière, et c'est une bonne nouvelle bien sûr, les créneaux d'effection offerts par la médecine de ville sont, eux, plutôt remplis à plein. Donc il faut qu'on travaille sur le sujet. Et puis évidemment, et ça a été rappelé tout à l'heure, il est indispensable que les établissements privés prennent également toute leur part à la continuité de fonctionnement des services d'urgence et à la permanence des soins sur nos territoires, prennent leur part notamment en assurant plus de pérennité et de stabilité dans le temps de cette coopération, puisque évidemment ils sont là, mais avec un peu des phénomènes de stop and go qu'il faut qu'on arrive à juguler. Voilà, et donc je prendrai avec l'ensemble des équipes un certain nombre d'initiatives en ce sens dans les prochaines semaines, et j'espère que nous parviendrons à trouver des solutions sur certains territoires qu'on pourra faire essaimer sur d'autres derrière. Alors l'année 2024 aussi est marquée évidemment par plusieurs préoccupations que vous avez rappelées, messieurs les présidents. Bon, d'abord, la situation financière des établissements de santé et médico-sociaux qui est en dégradation chez nous comme partout ailleurs au niveau national, vous l'avez rappelé. Bon, nous avons, les équipes ont pris le sujet à bras-le-corps quand même avec des accompagnements, vous savez, dits 360 de l'ANAP dont beaucoup de vos établissements bénéficient. Ce qui a permis à la fois d'identifier des chemins d'évolution de l'offre parfois et de tracer des plans de retour à l'équilibre. Je veux rappeler également, et je sais les attentes évidemment qui s'expriment dans la perspective du prochain PLFSS, mais c'est vrai que cette année il y a eu un effort très significatif, vous le savez, en direction du tissu sanitaire avec l'augmentation des tarifs au niveau national. Localement, on essaie d'accompagner avec les crédits régionaux de soutien aux établissements. Et en 2023, on verra sur 2024, mais l'enveloppe sera probablement encore plus conséquente. Mais en 2023, c'est près de 60 millions d'euros qu'on aura quand même ventilé sur le territoire d'aide en trésorerie pour les établissements de santé et 30 millions d'euros également de crédits non reconductibles pour les établissements médico-sociaux. Donc bien évidemment, on va poursuivre cet effort dans les prochains mois. Il y a la réponse nationale évoquée par Arnaud Robinet et Christophe Bouillon, et puis il y a la réponse locale avec les outils dont on dispose, qu'on essaye de préserver, avec l'objectif à la fois de restaurer les capacités d'autofinancement des établissements et de préserver vos marges également d'investissement pour les programmations au Ségur. Et par rapport à ça, toutes les options sont ouvertes. Vous le savez, dans la suite de ces accompagnements 360, on peut travailler, et beaucoup d'entre vous le font, sur la performance du codage des actes, sur le développement de vos soins de spécialité. On sera amené dans quelques semaines à initier une première révision du projet régional de santé. Donc on travaille sur le sujet avec beaucoup d'entre vous aussi. Et l'enjeu, c'est désormais, établissement par établissement, de pouvoir définir des trajectoires résolutives, comme on dit. Et pour cela, bien sûr, l'ARS est là pour vous accompagner sur la base de vos propositions. Il y a des enjeux importants également, toujours sur ces questions financières, en matière d'allocation des ressources disponibles. Vous savez qu'on doit
travaillé l'actualité de cet automne sur le débasage des crédits des plans hôpitaux 2007-2012, mettre en œuvre la réforme du financement du SMR et progressivement celle des dotations populationnelles également. Donc, moi, je souhaite en tout cas que nous soyons engagés à plein dans ces travaux et réflexions sur la réforme du système, du financement du système de santé. S'agissant des crédits hôpitaux 2007 et 2012, vous le savez qu'on bénéficie pour le moment de la réallocation sur la région de la totalité des crédits qui sont débasés. Donc c'est une chance évidemment qu'il faut souligner, mais c'est aussi une exigence collective. Parce qu'évidemment, la réforme n'a du sens que si on accepte de pouvoir travailler ensemble à la réaffectation de ces crédits au bénéfice des établissements qui en ont le plus besoin et en soutien également aux nouvelles programmations d'investissement qui sont parfois non financées, puisque le Ségur date maintenant de 2021 et on a de nouveaux besoins qui arrivent aujourd'hui. Alors, je veux redire un mot du coup de l'accélération aussi d'un certain nombre de projets d'investissement Ségur sur le territoire régional, qui s'inscrivent à plein, je crois d'ailleurs dans la thématique de votre journée, excellence et adversité. Derrière l'adversité, les difficultés financières, il y a évidemment des projets d'excellence qui sont là. La région Normandie a la chance d'avoir une programmation très ambitieuse sur laquelle on a pu échanger avec le président Bouillon récemment, 450 millions d'euros sur plus de 60 opérations, grâce d'ailleurs à un partenariat, alors je crois que le président Morin sera là tout à l'heure, mais un partenariat très étroit avec la région qui est quasiment unique au niveau national. La région cofinance à parité les opérations d'investissement ici en région sur l'hôpital public. Et à côté des 450 millions d'euros sur le sanitaire, il y a également plus de 100 millions d'euros sur les EHPAD. Et là aussi, on a la chance d'avoir les départements qui sont les 5 départements qui sont à nos côtés à parité de financement sur les opérations. Vous avez tenu, je n'avais pas encore rejoint les équipes, mais un séminaire régional fin février où vous avez massivement participé pour partager les bonnes expériences, initiatives. Et l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de faire sortir les opérations en respectant un cadre financier soutenable et le calendrier prévu. Ça nécessite un travail qu'on mène avec les équipes pour parfois ajuster les programmations, trouver des nouveaux leviers de financement. Et si toutes les difficultés ne sont pas levées, beaucoup des opérations rentrent désormais en phase travaux et je crois qu'on peut s'en réjouir collectivement. 2024, c'est également, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la première année de déclinaison du projet régional de santé qui a été publié donc, le 31 octobre dernier. Ça va faire près d'un an maintenant. Après les nouveaux travaux de concertation qui ont été menés avec l'ensemble des acteurs et où la FHF, je sais, s'est impliquée pleinement et je l'en remercie évidemment tout particulièrement. Donc, je le disais, nous engagerons une première révision du PRS dans les toutes prochaines semaines pour tenir compte des ajustements nécessaires sur certains soins de spécialité avec, donc je vous le précise ici, l'objectif de publier un premier arrêté modificatif d'ici la fin de l'année. Et on a choisi avec les équipes de faire en 2 temps, donc on aura une seconde révision au printemps prochain pour aborder le sujet évidemment essentiel mais plus complexe, on l'a évoqué tout à l'heure, de l'ajustement des différentes lignes de permanence des soins. Donc on amorce déjà cet automne avec vous et on sera amené à en discuter évidemment très, très rapidement la première étape d'ajustement du PRS sur certains soins de spécialité que vous connaissez, imagerie, HAD, chirurgie, et ensuite on aura donc cette deuxième étape au printemps. Et puis alors ça a été rappelé également, l'année 2024 a été marquée par la déclinaison d'une priorité partagée du PRS et des politiques soutenues par la FHF s'agissant de l'attractivité des métiers de la santé. J'ai eu la chance d'y travailler aussi ces derniers mois auprès de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. C'est vrai que nous sommes au cœur des métiers de l'humain, des métiers de ceux qui prennent soin finalement de ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est vrai que ça nécessite un engagement total de notre part. On ne peut pas se satisfaire... À la fois, ça a été rappelé par le président Bouillon d'un tel déficit d'attractivité sur certaines spécialités médicales ou d'un certain bassin d'emploi. On ne peut pas se satisfaire non plus des rigidités qui existent dans les parcours de formation continue ou de reconversion, des niveaux de sinistralité qu'on observe aussi parfois, même si il y a un certain nombre d'améliorations, mais c'est vrai que dans certains établissements et sur certains métiers, on a parfois des niveaux de sinistralité au-delà des 10%.
Et donc c'est pour ça qu'on va proposer une charte partenariale avec tous les partenaires de l'État et des collectivités, donc préfecture de région, France Travail, Assurance Maladie, Région Normandie et les 5 départements qui sont associés. Cette charte, elle sera signée le 8 octobre prochain à Caen, autour de 6 orientations partagées, qui vont de l'orientation de nos lycéens et étudiants vers les métiers du soin, du champ sanitaire et médico-social. Il faut qu'on arrive à donner envie à nos étudiants de rentrer dans ces métiers-là, jusqu'à la qualité de vie en établissement, vous savez, sur laquelle vous travaillez tous, en passant donc par tous les enjeux que j'évoquais de recrutement, de fidélisation, de sécurité des soignants également, qui sont très importants. Et puis, donc voilà, cette charte, elle sera signée le 8 octobre prochain. Et parallèlement, et beaucoup d'entre vous y répondent, on a lancé un certain nombre d'appels à projets pour soutenir à la fois les contrats d'allocation d'études. Voilà, c'est une des innovations du territoire normand sur lesquelles on a beaucoup communiqué cet été. Mais c'est vrai qu'en partenariat financier avec vos établissements, on travaille à la fidélisation aussi de nos internes sur le territoire grâce à ces contrats d'allocation d'études, et puis d'autres appels à projets sur la QVT ou les démarches d'attractivité interne. Je soulignais également que nous sommes engagés évidemment pleinement avec les deux universités dans une politique volontariste d'augmentation du nombre d'étudiants formés. Par ailleurs, l'ARS soutient la démographie médicale du territoire. Alors, on vous accompagne et on va continuer à vous accompagner sur l'accueil des PADU, des praticiens hors Union européenne. Cette année, on aura la chance d'avoir 238 PADU qui, vous savez, arrivent avec le nouveau cadre des EVC, des épreuves de validation des compétences, et qui doivent pouvoir s'intégrer plus facilement dans les équipes médicales. Il vous reste encore quelques jours pour candidater sur l'accueil de ces praticiens. Et donc, je vous incite évidemment très vivement à le faire. Je crois, sous le contrôle de Sébastien, que la date limite, c'est le 30 septembre, je crois, c'est ça, de remonter des données. Et comme vous le savez que cette année, c'est un sujet évidemment sensible, qui a fait beaucoup parler ces derniers mois. Comme vous savez qu'on a un trou d'air temporaire dans l'accueil, dans le nombre d'internes qui pourront être accueillis dans les établissements. En contrepoint, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais on a aussi des capacités supplémentaires d'accueil de praticiens hors Union européenne, que je vous invite évidemment à exploiter. Le soutien à la démographie médicale, c'est également la création, vous en avez bénéficié à plein, du statut d'ASR mixte ville-hôpital, qu'on va évidemment faire prospérer. C'est aussi la nécessité, je l'évoquais avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, de meilleure transparence des contrats et rémunérations, s'agissant notamment, vous savez, des contrats dits de motif 2 pour les praticiens hospitaliers, où moi je souhaite qu'on engage dans les prochains jours, si vous le voulez bien, avec la conférence des directeurs médicaux de la fédération, une démarche pour essayer d'homogénéiser les pratiques et les recours à ces contrats, qui bien sûr sont indispensables dans vos établissements, et je l'ai évidemment vu cet été, mais qui parfois ont aussi pour effet, dans la façon dont c'est mis en œuvre, d'organiser une concurrence peu claire entre vos établissements. Et donc le fait de mettre de la transparence et de la clarté dans la façon dont les rémunérations sont mises en œuvre, c'est aussi un enjeu de solidarité territoriale et de continuité des soins. Et puis je propose qu'on travaille également sur les conditions de versement de la prime de solidarité territoriale, puisque l'autorisation de majoration de 20% est prolongée jusqu'à l'été 2025. Voilà, et sans être trop long, je voulais terminer bien sûr par quelques mots en direction de nos aînés. La Normandie est marquée, comme partout ailleurs, mais peut-être plus qu'ailleurs, malheureusement, par un vieillissement important de sa population, avec des enjeux donc d'accompagnement de la transformation de l'offre médico-sociale et d'accompagnement de la perte d'autonomie qui sont particulièrement prégnants. Alors nous avons de nombreux chantiers à ouvrir collectivement dans les prochains mois. D'abord, bien sûr, le chantier de l'EHPAD de demain, EHPAD qu'on veut pleinement intégrer dans l'écosystème de soins dans les territoires, parce qu'on a besoin d'avoir des établissements qui s'intègrent dans la réponse en termes d'offres de soins, y compris de soins non programmés d'ailleurs dans les territoires, mais qui doivent en même temps, et c'est toute la difficulté, en même temps le challenge, qui doivent être en même temps être pleinement domicile, humanisé, comme on dit, ouvert sur l'extérieur. Donc moi je souhaiterais, si vous le voulez bien, qu'on puisse travailler sur des expériences pilotes là-dessus de l'EHPAD de demain sur le territoire. On a le chantier bien sûr du virage domiciliaire avec
en partenariat avec les collectivités locales, la nécessité de travailler sur des nouveaux produits d'habitat adaptés. On a le chantier de la modulation tarifaire des EHPAD également, qui est l'un des enjeux forts en matière de marge de manœuvre financière. Voilà, et puis on aura aussi celui du déploiement, vous savez, après les GHT sur le volet sanitaire, il faut qu'on arrive à déployer les groupements de coopération dans le champ des établissements sociaux et médico-sociaux, et j'espère qu'on arrivera à avancer vite sur ce sujet qui est important pour pouvoir mutualiser un certain nombre de fonctions support et techniques, et puis permettre en fait le maintien territorial de proximité des établissements en redégageant des marges de manœuvre financières. Voilà, et donc dans ce contexte dont vous avez rappelé, c'est le sens de la vague, qu'il est parfois difficile, mais en même temps il est porteur aussi. La FHF a toujours su faire preuve, je le sais, d'ingéniosité, d'agilité. Elle a su faire preuve d'excellence au service des innovations en santé, et c'est l'un des sujets de votre journée, l'un des objets des tables rondes qui vont s'ouvrir maintenant. Je veux vous redire évidemment que nous serons présents sur ces enjeux avec l'ensemble des équipes à vos côtés, notamment alors en soutien des établissements. Je n'ai pas évoqué les questions numériques, mais évidemment elles sont très, très importantes aussi. On a beaucoup parlé de cybersécurité ces derniers mois. Je crois qu'il y a plus de 90% maintenant des établissements de santé ici en Normandie qui ont produit leur plan cyber. Et voilà, il faut qu'on arrive à asseoir la complétude donc de la couverture. Sur le numérique également, on vient de lancer des appels à manifestation d'intérêt en matière de télésanté, à la fois sur la télémédecine et la téléexpertise. On va travailler sur la mise en place d'un observatoire régional des urgences également en lien avec le GRAD. Donc vous voyez, on a un certain nombre de sujets d'innovation aussi sur lesquels il y aura l'intelligence artificielle, sur lesquels je souhaiterais, et je suis sûr que ce sera le cas, qu'on puisse prolonger notre partenariat au service de la recherche de solutions nouvelles. Et donc c'est fort de tous ces constats, de toutes ces actions que nous sommes avec vous engagés pour améliorer la santé des Normands. Donc je vous remercie pour votre invitation. Je vous souhaite un excellent congrès régional. Je le disais tout à l'heure, les équipes de l'ARS sont présentes ici, alors dans le champ sanitaire comme dans le champ médico-social. Pierre Tugé là aussi, s'agissant des questions d'attractivité des métiers. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes ici et au quotidien à votre service. Et je me réjouis donc, cher Président Bouillon, de la poursuite de notre étroite collaboration sur ces différents chantiers. Voilà, merci à vous tous et à bientôt.